Retour sur le plateau de Canal Matin après le petit rappel sur la question de la semaine. Cette question qui vous donne la possibilité de repartir avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Évidemment, il faut nous donner une bonne réponse au 81 98. On parle de neuropathie à l'instant avec le docteur Roger Tapa. Bonjour. Bonjour Sofiane, bonjour aux téléspectateurs ce matin. C'est toujours un plaisir de revenir sur ce concept, le wellness concept, qui consiste à prévenir, à empêcher les gens d'arriver à l'hôpital. Nous allons parler ce matin d'un phénomène qui est assez courant. Les gens parlent des nerfs. Ah, j'ai les nerfs. C'est tout le monde, j'ai les nerfs, j'ai bon, toujours un problème de nerfs. C'est très courant, les gens Oui. qui parlent de nerfs. Bon, il convient de clarifier quand même les problèmes qui posent ce genre de douleur et qui amènent les gens à penser immédiatement aux nerfs. Nous sommes en zone tropicale et en zone impaludée, fortement impaludée, et très souvent les douleurs que les gens ressentent à la nuque ou bien dans les endroits isolés du corps ne sont pas dues aux nerfs, comme ils disent, c'est dû aux palus, aux arcées palustres qui ont plusieurs formes de manifestations, rappelons-le donc. Il faut commencer par les causes simples quand on a une douleur qui se localise quelque part ou qui irradie et pas parler nécessairement des nerfs. Donc, les neuropathies, c'est quelque chose de plus spécifique. C'est-à-dire que c'est une douleur qui est liée au nerf et donc au trajet de ce nerf. Et ça touche des endroits spécifiques qui sont innervés par ce nerf. C'est comme un courant électrique qui se conduit et aboutit à un certain point et peut créer des dégâts à ce point précis. Donc, les nerfs couramment utilisés comme les gens l'utilisent peuvent symboliser beaucoup de choses qu'il faut faire attention très souvent. L'hypertension artérielle peut être une cause des douleurs à la nuque, des douleurs constantes au niveau des épaules qui laissent penser à un problème neurologique. Et les gens ont l'habitude de dire j'ai les nerfs, j'ai les nerfs, alors que c'est la tension artérielle, on se trompe de diagnostic. Et voilà. Les douleurs du genre peuvent être des douleurs liées aux douleurs, aux problèmes oculaires qui interpellent l'ophtalmologue, notamment les troubles de vision qui doivent être très souvent corrigés par les verres correcteurs. Donc, c'est un problème assez fréquent et dans la plupart des cas, presque plus de 50% des cas, quand les gens se plaignent des douleurs neurologiques, des douleurs à la nuque et des céphalées qui ne finissent pas, c'est généralement un problème au niveau des yeux. Et on n'y pense pas très souvent. On n'y pense pas toujours. Voilà, on n'y pense pas toujours. Il faut y penser. Donc, dire j'ai les nerfs, il faut faire attention. C'est parfois une douleur dentaire. C'est parfois une dent qui ne va pas bien et qui irradie de temps en temps au niveau du cou, ça vous fait des tensions et vous avez l'impression que c'est un problème neurologique grave alors que c'est un problème dentaire. Est-ce que dans ce même registre des causes, on peut parler un tout petit peu du stress Le stress, on en arrivait. Donc, il y a une cause stress qui est liée généralement à l'anxiété. L'anxiété, c'est-à-dire quand quelque chose vous embête, l'angoisse. Quand vous avez un problème qui vous embête et généralement vous avez ressenti une boule à la gorge très souvent avec des douleurs inexpliquées, des tensions inexpliquées au niveau de la tête, du cou et même du corps parfois. Parfois c'est même généralisé, mais c'est souvent dû à l'angoisse. Et là on parle donc du stress. Le stress qui est une cause fréquente de ces douleurs qu'on considère neurologiques, mais qui sont des causes externes, exogènes parfois, qui ne sont pas liés à un problème organique. Donc, le stress, c'est une cause de nerfs très fréquente qui peuvent être découlées des difficultés financières, difficultés relationnelles, difficultés familiales et bien d'autres difficultés professionnelles. Et on en passe. Donc, le stress, c'est l'une des grandes causes de ces douleurs qu'on dit neurologiques. Il faut que les gens cessent donc de parler des nerfs et de rechercher qu'est-ce qui est à l'origine de leur douleur. D'accord. Est-ce que notre alimentation peut y être pour quelque chose? L'alimentation peut y être pour quelque chose. Très souvent, de plus en plus, les gens prennent des corps très gras. Ça peut être un élément de tension
parfois, mais très souvent c'est les intoxications, c'est-à-dire l'alcool, le tabagisme qui peuvent être à l'origine, certains médicaments avec leurs effets indésirables qui peuvent favoriser ce genre de douleur. D'accord. Alors, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien tous ceux-là qui estiment, entre guillemets, avoir les nerfs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour remédier au problème? Voilà. Pour remédier au problème, il y a une des causes qu'on n'a pas citées, c'est la déshydratation. On revient toujours chaque fois. Ah oui, les gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Oui, toujours, on revient. Donc, l'une des causes, c'est prendre soin de son hydratation, c'est de boire régulièrement de l'eau. Et savoir son hygiène de vie, le sport, on n'en dira jamais assez. Ah ouais. Il y a les torticolis, il faut qu'on se le dise, les douleurs musculaires liées aux mauvaises positions quand on se couche aussi. Il faut savoir que quand on est très fatigué, il faut faire attention à la position à laquelle on se couche, sinon on se lève avec des crampes musculaires qui durent parfois au niveau du cou. Et là, ce n'est pas les nerfs, c'est des douleurs musculaires qu'il ne faut pas souvent confondre avec les nerfs. Donc, l'hygiène de vie, une fois de plus, revient très souvent pour permettre de prendre soin de ces problèmes contraignants. Il faut contrôler sa tension artérielle chaque fois que ça persiste chez l'adulte. Il faut vérifier qu'on n'a pas d'autres symptômes qui font appel à peut-être un accès palustre ou un autre problème de santé. Il faut vérifier si on n'a pas un problème au niveau des yeux, la vision. Il faut faire très attention. S'il y a un problème de vision dans la famille, il faut rapidement y penser. Sinon, si ça persiste avec les migraines et le mal de tête, il faut rapidement voir l'ophtalmologue, ce que les gens ne font pas très souvent. Donc, il faut prendre soin de son hygiène de vie, prendre soin de son hydratation et prendre soin du sport. Le sport qui est très important pour nous déstresser, parce qu'on parlait du stress tout à l'heure. Oui. Ça a un rôle important pour déstresser et permettre donc aux gens d'éviter ce genre de douleurs qui nourrissent parfois notre mode de vie monotone, nous permet d'entretenir ce genre de douleurs. Il faut varier. Et quand vous parlez d'activité physique, il ne s'agit pas forcément de faire un marathon ou bien de faire un sport de compétition. Hein. Non, pas la marche, voilà, la marche, danse, 20 à 30 minutes par jour, ça c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, avec la danse, hein, on s'amuse. On s'amuse quand on parle de l'activité physique. On enjoy avec la famille, comme on dit en anglais. Donc, il faut de plus en plus comprendre qu'on peut s'amuser en faisant du sport. On peut le faire ensemble, on peut partager ce que beaucoup de gens ne font pas. On a l'habitude de voir dans les salles de sport les adultes et puis rien. Les enfants doivent aussi faire du sport. Tout le monde, on voit souvent monsieur, on ne voit pas madame, ou on voit madame, on ne voit pas monsieur. Tout le monde doit faire du sport. Non, mais tout le monde fait du sport. Peut-être madame n'a pas envie de faire... N'a pas envie de faire là où monsieur dans la même salle que monsieur. Ou bien c'est monsieur qui ne veut pas. Bon, faites à la maison et tout le monde va faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Roger Tapa, d'être passé ce matin, nous donner pas mal d'informations concernant donc les neuropathies. Vous l'aurez compris maintenant. Bon, tout le monde a les nerfs. Hein, tout à fait. Tout le monde a les nerfs. Mais quand vous dites j'ai les nerfs pour dire que vous êtes vraiment malade, eh bien, vous avez pu constater qu'il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. Allez, on va vous laisser. Passez une excellente journée. Voilà, merci pour le Wellness Concept de Dr Tapa. Until next time. D'accord. Merci. Allez, dans un instant, la revue de presse, ne bougez pas d'un pouce. Mes adieux pour cette découverte. On a parlé de l'alimentation du porc et puis on s'est retrouvé voilà, à parler de tout à fait autre chose aussi. Bon, on en reparlera, hein, Karel. Allez, on va souhaiter une fois de plus un joyeux anniversaire à Mireille Lastar Bilan qui nous regarde depuis le Mans, c'est en France. Bien des choses à sa tendre moitié, donc Francis Ndome. Et bien sûr à la petite Victoire qui doit se tortiller, qui doit pleurer
pleurer. Et dans ce cas-là, c'est souvent assez compliqué, hein, non seulement pour Mireille Mila, mais aussi pour toutes les mamans. Votre nouveau-né se tortille, votre nouveau-né pleure à grands cris, il émet des gaz et semble dans un état d'inconfort. On se demande ce qu'il a et on a tout fait de dire il souffre de colique. Alors c'est quoi colique du nouveau-né, colique du nourrisson? Nous allons en parler ce matin avec notre wellness spécialiste, le docteur Roger Tapa. Bonjour. Bonjour Sophlan et bonjour téléspectateurs ce matin. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci. Hein. Vous êtes chrétien ou pas? Pas encore. Franchement, vous n'êtes pas chrétien. Pas vous encore. êtes musulman alors? Non, pas encore non plus. Je réfléchis. Ah, vous réfléchissez? Voilà. D'accord. Ok, c'est votre droit le plus absolu Tout à fait, de tout à réfléchir. Alors, docteur Roger Tapa, merci d'être là ce matin. Nous allons donc nous intéresser aux coliques du nouveau-né. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par colique? Par colique du nouveau-né. Les coliques du nouveau-né, c'est un syndrome qui est très observé chez les nouveau-nés en général, la plupart des nouveau-nés d'ailleurs, où l'enfant se tortille, il a souvent le ventre ballonné, on a l'impression qu'il retient du gaz, ainsi de suite, et il est inconfortable, et ça c'est très fréquent dans les 3 premiers mois. Parfois chez certains ça ne disparaît complètement qu'après 6 mois. Alors, à cette pathologie, à cette maladie, pour qu'on comprenne, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Mais ce qu'il faut retenir au bout du compte, c'est que ce n'est pas une maladie en tant que telle. La plupart de ces cas, il n'y a pas vraiment un problème. Et il y a eu des tentatives d'explication qui peuvent rassurer les mamans aujourd'hui. C'est que les coliques chez le nouveau-né sont dues la plupart du temps soit à l'immaturité du système intestinal, c'est l'enfant qui vient de naître à l'intestin qui n'est pas mature, qui n'est pas habilité à supporter certaines choses. Et ça s'explique parce que chez les mamans qui prennent beaucoup d'épices, on a pu remarquer que les enfants qui tètent au lait maternel ont beaucoup de problèmes de coliques également. Et généralement, l'explication qui semble la plus plausible, c'est qu'au moment de la section du cordon à l'accouchement, le sang de la mère passe chez l'enfant. Et dans le sang de la mère qui vient d'accoucher, il y a la substance qui fait contracter l'utérus, l'ocytocine comme on l'appelle, qui donne des contractions à l'utérus. Chez l'enfant, il n'y a pas d'utérus. Il n'y a pas d'utérus mature, parce que l'utérus, c'est quand il est à terme qu'il reçoit les effets de cette hormone. Chez l'enfant, même si c'est une fille, il n'y a pas encore l'utérus mature. Et le seul organe qui peut subir l'effet de cette hormone, c'est l'intestin. C'est l'intestin au niveau de l'enfant. Donc l'intestin qui est maintenant comme une victime au reste d'ocytocine qui a été transmis chez l'enfant et subit ces contractions involontaires qui sont l'objet de l'inconfort chez l'enfant. Alors, ceci explique très souvent, peut expliquer très souvent la persistance de ces coliques chez les enfants et justifie donc l'absence de traitement qui ne doit pas être... Ah oui, parce que justement, des fois, les mamans ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut acheter un médicament? Non. Voilà. Est-ce qu'il faut faire ci? Il y a beaucoup de potions, de techniques, voilà, il y a de l'eau, de l'élixir, il y a des médicaments miracles, les potions traditionnelles. Tout ça, ça n'apporte rien de confortable à l'enfant. Ce qu'il faut noter, c'est que les coliques du nouveau-né se passe chez un nouveau-né qui est bien portant. Et il faut bien remarquer qui fait les gaz, parce que s'il n'y a pas les gaz, on peut penser à une occlusion intestinale, c'est-à-dire une torsion de l'intestin qui empêche au sel de passer. Et, généralement, c'est des nouveau-nés qui sont bien portants. Et donc, ici, c'est les méthodes conservatives qui mangent. Et une autre cause qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants, les bobos, comme on les appelle, les gros, qui têtent très vite, ils avalent souvent beaucoup de gaz. Et c'est ça qui crée souvent le ballonnement. Parce que dans la précipitation de téter beaucoup et vite, il avale beaucoup de bulles d'air et ça crée souvent le ballonnement. Donc en fait ici c'est les méthodes conservatives qui vont permettre de redonner le confort à l'enfant et l'une des méthodes les plus utilisées c'est de le mettre dans les paumes de main, le ventre couché et la tête inclinée et le secouer doucement pour qu'il retrouve son confort ou le taper un petit massage sur le bas du dos. C'est généralement plus utile que donner n'importe quel médicament. Oui, parce que les professionnels que vous êtes, vous dites, il faut avoir des gestes voilà, très tendres. Il faut être affectueux. Oui, il faut montrer à l'enfant que vous faites attention. Il ne faut pas ignorer son mal. Il ne faut pas le contrarier. Il souffre.
Il ne faut pas essayer de le distraire. Il a mal. Il faut compatir. Et quand l'enfant sent que vous êtes en train de faire des efforts pour combattre le mal qui le torture, il est plus confortable et se remet plus rapidement. Il s'endort peu de temps après. Et ça vaut mieux que de le pomper avec des potions, de le purger, lui donner des... Et les mamans, dans leur alimentation, doivent éviter les épices. Trop épicé, c'est pas bon parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tout ce que vous prenez dans le lait maternel passe chez l'enfant également. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bon oui, vous avez dit il ne faut pas manger très épicé. Est-ce qu'il y a d'autres pistes à suivre pour prévenir justement ces coliques chez le nouveau-né? Oui, prévenir, c'est un peu difficile. La colique du nouveau-né a la particularité que on les manage, comment on dit, je mélange l'anglais et le français, excusez-moi, on les ménage, on les prend en charge. Oui. On les prend en charge. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez suivi la cause de tout à l'heure. Si c'est l'ocytocine qui est passée chez l'enfant, vous n'y pouvez rien. Jusqu'à ce que ça se dégrade et que ce soit éliminé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas donner un antispasmodique à un enfant qui a les intestins qui ne contractent même pas encore normalement, qui sont immatures, ainsi de suite. Ça ne l'aide pas. Oui. Donc en fait, il s'agit ici des méthodes conservatrices. Dès que ça apparaît, il faut penser à prendre des mesures, comme on a dit, être affectueux, se rapprocher de l'enfant, éviter de manger épicé, comme on a dit. Et le lait, une autre cause, c'est l'intolérance au lait. Il faut faire attention à ceux qui allaitent de façon artificielle. Et la prévention, oui, ça passe par là aussi au maximum. Il faut allaiter l'enfant au lait maternel. D'accord. Merci beaucoup, docteur Roger Tapa, wellness spécialiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin. Le wellness concept, comme on ne le dira jamais assez, c'est le concept qui a permis et qui permet aux gens aujourd'hui d'éviter d'aller à l'hôpital pour beaucoup de choses et qui permet de bien se porter avant que la maladie n'arrive. Et pour en finir, on peut retenir que nous sommes toujours ce que nous buvons et comment nous buvons. Nous sommes ce que nous mangeons et comment nous mangeons. Et nous sommes comment nous nous comportons et les conséquences que nous subissons. Pour le wellness concept, le docteur Roger Tapa. Merci une fois de plus. C'est de la promo là. Until next time. Merci beaucoup, docteur Roger Tapa. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Nous allons de suite nous intéresser à ce quiz sur Canal Matin qui donne la possibilité à nos téléspectateurs chéris de repartir avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Voici la question de 6h21 en temps universel, 7h21, heure de Lambaréné là-bas au Gabon. On va saluer les amis là-bas dans le Haut-Togoué qui nous regardent. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous regarder chaque jour. Cela nous fait plaisir, cela nous touche beaucoup. Et on va donc d'un moment à l'autre parler avec le docteur Roger Tapa. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différentes infertilités. Est-ce que... bon, enfin, je lui poserai la question puisqu'il est déjà sur le plateau de Canal Matin. Bonjour, docteur. Bonjour Jason, bonjour aux téléspectateurs de ce matin. C'est avec plaisir que nous parlons des infertilités ce matin, un sujet qui est préoccupant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ah, justement, j'allais vous poser la question, qui est directement concerné par les infertilités? Donc c'est les deux, les hommes, les femmes. C'est les deux. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, on ne parlait jamais d'infertilité chez la femme. C'était chez l'homme, pardon, chez l'homme. C'était connu que l'homme n'est jamais... stérile, parce qu'il y avait des pratiques qui permettaient à la femme de procréer, même si l'homme n'y arrivait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Mais c'était des pratiques, docteur, qui étaient liées à toutes ces réalités animistes de cette époque-là. Voilà, c'était des pratiques culturelles, des pratiques, des croyances qui permettaient de maintenir l'harmonie dans le couple et dans la société. Ça marchait quand même? Ça a marché pendant longtemps, puisque c'est des choses qu'on découvre quand on est déjà adulte, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'infertilité, c'est le fait de l'homme, de la femme,
ou des deux à la fois. Il faut quand même qu'on le mentionne et de plus en plus dans nos sociétés, ça pose des problèmes de couple parce qu'on a l'impression que certains continuent à croire que ce n'est que la femme qui peut être stérile. Non, c'est un problème qui est lié au couple. Et quand on parle de stérile, il faut qu'on fasse la nuance. De plus en plus, on voit des gens qui se précipitent 3 mois ou 4 mois après le mariage pour dire qu'ils ont un problème de stérilité. Ce n'est pas vrai. On parle d'infertilité ou de stérilité quand le couple, en vivant ensemble sur au moins 1 à 2 ans, a été incapable de concevoir malgré les efforts qu'ils ont consentis, c'est-à-dire qu'au moins 3 fois les rapports sexuels par semaine. Et donc, ceci n'est pas valable pour peut-être le chauffeur qui voyage tout le mois et qui ne vient qu'une fois à la maison, l'homme qui est tout le temps en mission et qui ne voit sa femme qu'une fois les deux semaines ou ainsi de suite. Donc, la définition de l'infertilité ici doit être nuancée. Et à ça aussi, on définit l'incapacité de la femme à procréer après un certain temps. Et il faut retenir ici, les femmes qui procréent pour la première fois ont souvent ce problème dans les couples. C'est-à-dire qu'au début du mariage, elles ont de la peine à maintenir une grossesse. Et parfois, on parle de tout, on parle de la sorcellerie, on parle des choses qui n'ont vraiment aucun sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que la grossesse est considérée comme un corps étranger pour l'organisme. Et l'organisme a de la peine à l'accepter. C'est pour ça que plus il est équilibré, plus il va l'accepter. Et c'est pour ça que les fausses couches sont fréquentes chez les femmes qui procréent pour la première fois. Chez les jeunes mariés, ils en savent long. C'est parfois 2, 3 et plus d'expériences négatives avant la première grossesse. À partir de quel moment faut-il commencer à s'inquiéter, docteur? Il faut s'inquiéter à partir d'1 an. Généralement à partir d'1 an, quand on a rempli les conditions. C'est-à-dire rapport sexuel 3 fois au moins par semaine. Par semaine oui. et régulier et dans l'optique de concevoir. Parce que si vous faites vos rapports 3 fois par semaine en utilisant des contraceptifs ou des préservatifs, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc il faut bien faire la nuance. Là, on part en mission. Voilà. On va en mission pour autre chose. Déjà, on se dit, bon, allez là, on se met au travail. Voilà. C'est un petit peu comme si on se mettait au travail. Tout à fait. C'est pour ça que les deux doivent se montrer totalement disponibles. Absolument, absolument disponibles et prêts à y aller. Et on va parler suffisamment. Oui, parce qu'il faut préparer le corps à recevoir la grossesse. L'homme qui va procréer se prépare quelque part. La femme qui va procréer va se préparer également. Les carences, ici, jouent un rôle important. Il faut combler les carences avant la grossesse. Justement, beaucoup de problèmes liés à la conception sont liés aux carences que nous subissons. Évoquons justement voilà, et ces carences sont liées à notre alimentation. Ces carences sont souvent liées aux intoxications volontaires que nous faisons. Les alcooliques, les tabagiques et tout ça, il faut savoir que ça a un impact très négatif sur la contraception. Et les carences non seulement sont nutritionnelles, mais parfois naturelles chez certaines femmes. On peut parler des troubles des hormones qu'on observe chez les femmes qui les empêchent de procréer, ou bien l'excès de certaines hormones comme la prolactine qu'on retrouve très souvent en cause. Et il faut combler ces carences quand on veut préparer un accouchement. Il faut rappeler, docteur, que ce n'est que l'ouverture de ce grand sujet qui va être abordé tout au long de cette semaine. Tout à fait. C'est un sujet assez large. Du moins, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, tout à fait. Et on reviendra certainement là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir quand même aujourd'hui, docteur? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'infertilité, on peut avoir 2 types. Il y a primaire, c'est-à-dire celle qui n'a jamais conçu, et secondaire chez ceux qui ont conçu avant. Et que dans tous les cas, il y a des solutions pour la plupart des cas. 80 à 90% des cas peuvent être réversibles et qu'il faut faire des efforts pour le faire. Et ce qu'il faut retenir, il faut corriger les carences quand on veut préparer un accouchement. Et retenir en termes de carences, nous sommes ce que nous buvons, comment nous buvons. Nous sommes ce que nous mangeons, comment nous mangeons. Et nous sommes comment nous nous comportons et les conséquences que nous subissons. Pour le Wellness Concept, le docteur Roger Tapa, until next time. Merci, docteur Roger Tapan. On reparle donc prochainement de ces carences. Comment les compenser? Comment arriver quand même à se préparer justement à pouvoir, pourquoi pas, mettre une fécondation éventuelle. Merci beaucoup et très très bonne journée à vous, docteur Roger À vous Tapa. aussi, merci. Au revoir. Canal Matin dans un instant, la suite.
Sur le plateau de Canal Matin, ce 28 mars 2013, pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui ont un an de plus ce matin. Je pense à monsieur Martin du Facebook à Bafoussam, affectueusement appelé Maître. Il a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire, monsieur Martin. On pense très très fort à vous sur le plateau de Canal Matin. Joyeux anniversaire également à toutes les personnes qui ont un an de plus ce matin. Lui, Roger Noisieux sera sur le plateau dans quelques minutes, disons plutôt après la revue de la presse, pour nous faire le point complet donc sur cette 9e édition des Canals d'Or. Pour l'instant, nous allons parler de médicaments de la rue. Vous le savez, en faisant un petit tour dans les rues, dans les ruelles de plusieurs capitales africaines, vous tomberez assurément sur des espèces de kiosques avec des espèces de docteurs, entre guillemets, qui vous proposent des médicaments. On appelle généralement cela en Afrique les médicaments de la rue ou bien des faux médicaments. D'où proviennent ces médicaments? Quels sont les facteurs de risque pour la population? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite avec notre wellness spécialiste, le docteur Roger Tapa, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, Soflane. Bonjour toute l'équipe et bonjour aux téléspectateurs ce matin. Et bienvenue à la Minute Wellness. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que nous sommes ce que nous buvons et comment nous buvons. Nous sommes ce que nous mangeons et comment nous mangeons. Et nous sommes comment nous nous comportons et les conséquences que nous subissons. Ce matin, nous allons parler des médicaments de la rue. D'accord. Alors, ces médicaments de la rue, je commence par là. Ce sont de vrais médicaments ou des faux médicaments? C'est les deux. C'est des vrais et des faux médicaments. Et ça dépend de la provenance, en fait. Oui. Ce qu'il faut relever ici, c'est que c'est des médicaments qui portent une atteinte grave à l'état de santé de par les pratiques qui accompagnent ces médicaments. C'est des médicaments qui ne sont pas contrôlés pour la plupart pour la date de péremption, la provenance, la fabrication, le dosage et bien d'autres. Puis encore, ils sont manipulés par des profanes. Et c'est là où on observe les grossièretés de tout genre en matière d'utilisation des médicaments. Vous vous rendez compte des produits chimiques parce qu'on perd de vue qu'il y a des substances chimiques dans les médicaments qui sont exposés au soleil 24 heures sur 24 et qui doivent être utilisés après. Vous avez beaucoup de chances d'avoir tout ce qu'il faut, sauf le médicament que vous recherchez. On aime souvent à dire que les médicaments de la rue tuent la maladie et le malade en même temps. Absolument. Je ne sais pas si c'est paradoxal parce qu'en fait, le médicament est censé soigner. Il n'est pas censé tuer le malade. Mais de par le fait que c'est parfois des médicaments périmés, c'est parfois des médicaments sous-dosés, c'est parfois des médicaments exposés, dénaturés, ils deviennent plutôt dangereux pour le malade. Oui. Parfois, vous allez vous rendre compte des aberrations, c'est des médicaments qui ont été périmés depuis longtemps, qui sont en circulation et qui ne sont plus garantis de qualité, mais qui sont administrés aux malades pour des raisons multiples. Ou encore des médicaments sortis du marché, mais qui ne sont plus utilisés, mais qui continuent à circuler sur le marché. Voilà. Oui. Alors, quand on parle de médicaments de la rue, et notamment quand on dit faux médicaments, eh bien, en se rapprochant de ces vendeurs de médicaments, de ces docteurs d'un autre genre, ils vous disent non, c'est juste que nous n'avons pas les moyens d'ouvrir une pharmacie comme les autres, nous nous approvisionnons au même endroit. Est-ce que, spécifiquement, ces firmes qui approvisionnent les pharmacies ont le droit d'approvisionner ces médecins dans notre genre? Non, pas du tout. C'est contre la loi et c'est illégal. Ces structures n'ont pas le droit de ravitailler ces gens qui sont des profanes dans le domaine. Je crois que chaque métier a des règles qu'il faut respecter et c'est un des métiers où on remarque une pollution incroyable. Chacun peut se lever un matin et devenir vendeur de médicaments. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut déplorer parce que c'est ces profanes justement qui ont rendu les médicaments dangereux au lieu d'être des produits utiles pour le malade. Ils se ravitaillent aux mêmes endroits. C'est pas vrai officiellement, les grands fournisseurs ne donnent pas dans la rue. Mais vous allez voir que la provenance est variée. Vous avez
les délégués médicaux qui sont supposés les donner en promotion chez les médecins, qui parfois les donnent sur le marché pour revendre pour des besoins lucratifs. Vous avez les employés de l'État qui s'occupent des médicaments de l'État qui sont destinés aux malades, qui, pour une raison ou pour une autre, les détournent et les mettent sur le marché. On a eu à voir ça. Vous avez maintenant la contrebande, qui est la grande partie. La contrebande, où ils s'approvisionnent dans les pays voisins, ils passent par des réseaux multiples avec des complicités plus ou moins soutenues. Et ça fait que la provenance des médicaments de la rue est tellement variée et tellement fluide aujourd'hui qu'il est temps qu'on s'attarde un peu à ce sujet. Alors, pour les populations qui vont directement vers ces docteurs, au lieu d'aller en pharmacie en disant mais j'ai le même médicament dans la rue à 2000 francs, alors qu'en pharmacie c'est 3000 francs CFA, est-ce que ces populations sont conscientes du risque qu'elles encourent? Je ne crois pas qu'elles sont conscientes du risque qu'elles encourent, parce qu'en fait, le médicament de la rue est cher, contrairement à ce que les gens pensent. Ces malades qui vont vers ces médicaments de la rue, d'ailleurs, la plupart des temps, se retrouvent à l'hôpital après, et donc vont dépenser ce qu'ils auraient dû dépenser au début pour être guéris, mais après avoir dépensé dans la rue, s'empoisonner et autres. Donc, ces malades n'ont pas du tout raison de se comporter comme ça. C'est vrai que c'est une tendance dans notre société. Tout le monde dit « j'ai pas l'argent », mais on finit par sortir de l'argent. Il faut faire très attention. Quand on veut sortir son argent, on s'assure qu'on le sort dans les bonnes conditions et qu'on aura le résultat escompté. Si vous avez à choisir entre le médecin qui va suivre votre enfant et le docteur de la rue, je crois que la raison voudrait que vous choisissiez au moins quelqu'un qui a étudié comment ça se passe et qui peut être plus utile pour votre enfant. Je ne crois pas que la raison économique, c'est la raison. Je crois qu'il y a un laisser-aller dans la société. Au sein de la société, avec des tendances qu'on observe dans les autres secteurs, il n'y a pas que les médicaments, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a tout ça. Il y a un laisser-aller qui a tendance à faire croire aux gens que moins on dépense, plus ça va. Et que par tous les moyens, on peut se soigner. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est temps qu'on reprenne le truc en main, que les différents acteurs du domaine médical reprennent ce phénomène en main et qu'on essaie de voir dans quelle mesure recadrer les malades. La plupart du temps, les malades dépensent plus en achetant dans la rue et ne se soignent et s'empoisonnent plus aussi également. Donc, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que vous direz peut-être à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, vu la conjoncture économique, on ne saurait ne pas faire avec ces médicaments de la rue, mais qu'on devrait plutôt mener des actions pour interdire à ces vendeurs de prescrire, parce que le plus important c'est ça aussi, c'est parce que des fois on se sent pas bien, on vient dire oui docteur j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça, et ils vous disent non, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Il faut rappeler aux gens que la santé, c'est ce qu'on a de plus cher. Quand vous parlez de votre corps, il n'y a rien au-dessus. Rien au-dessus. Donc, quand vous prenez la responsabilité d'aller vers un profane pour prendre les avis quand vous êtes malade, vous prenez le risque que pour ce que vous avez de plus cher avec quelqu'un qui n'est pas qualifié. Il faut faire très attention. Je crois qu'il faut se retourner une fois de plus vers les personnes qualifiées quand on a un problème de santé. Pour les questions de prix, il y a eu des efforts. Le gouvernement, par exemple, en mettant les génériques dans les hôpitaux, avait résolu en partie ce problème. Et je crois que ceux qui ont ce souci vraiment peuvent se réfugier dans les hôpitaux pour demander des avis. On n'a pas de raison d'aller sur le marché pour chercher des médicaments. Ce n'est pas justifiable. D'accord. Alors vous, en tant que wellness spécialiste, vous vous occupez de notre bien-être. Tout à fait. Vous nous dites que même si éventuellement ce médicament provient des grandes firmes pharmaceutiques, vous nous dites que du fait de ce que c'est exposé aux intempéries, au soleil et puis à l'humidité, vous nous dites que ce n'est plus bon pour notre santé. Tout à fait, parce que c'est des produits qui ont des températures contrôlées. C'est pas parce qu'on ne met pas au réfrigérateur. Beaucoup croient qu'on contrôle la température quand c'est au réfrigérateur. Non, c'est faux. Ces produits doivent être conservés à une certaine température pour ne pas se détériorer. C'est des substances chimiques pour la plupart et il faut faire très attention quant à leur conservation. C'est pour ça qu'ils ont une date de péremption, parce qu'après une certaine date, on ne répond plus des effets que ces produits peuvent poser. Donc, même la température, c'est un facteur important. Quand vous prenez un produit qui a séjourné au soleil pendant 24 heures, ce n'est plus le même produit. C'est des produits chimiques, il y a des réactions qui s'y passent. Et dans le wellness concept, en fait, ici intervient et
très souvent, si vous regardez la plupart des médicaments qu'on consomme beaucoup, c'est les médicaments contre la douleur, contre la fièvre, parce que c'est ça qui nous pousse rapidement à aller consulter. Pourquoi on a souvent la douleur, pourquoi on a souvent la fièvre, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est là où le wellness concept intervient. Si vous prenez soin du corps, logiquement, vous devez avoir moins d'occasions pour chercher urgemment les médicaments. Vous devez avoir des problèmes sérieux qui vous poussent peut-être vers un médecin qui peut prendre du temps pour que vous le rencontrez, mais vous n'aurez pas des urgences à prendre. La plupart du temps, les gens achètent les médicaments aux gars qui se baladent. Pourquoi? Pour le mal de tête. J'ai très mal à la tête depuis le matin. C'est pourquoi ils n'ont pas bu de l'eau. Ils n'ont pas bu de l'eau qui est à leur portée. Donc, voilà des petites solutions. Ou bien, ils ont trop réfléchi. Voilà. Je prends mon cas. C'est-à-dire qu'on a trop réfléchi et des fois, on réfléchit même sur des futilités, sur des choses qui ne sont même pas super importantes. Et voilà, on se fait du mal sans le savoir. On déclenche des crises d'estomac aiguës parce qu'on a réfléchi à un petit souci, parce qu'on s'est énervé. Absolument. Par le sentiment ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser. Les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, vous ne pouvez pas résoudre. Il faut faire attention. Merci beaucoup, Dr Roger Tapa, d'être passé sur le plateau ce matin. La semaine prochaine, vous serez là? Ou la semaine prochaine, Dieu voulant, je serai là. D'accord. Vous serez en compagnie de Jason Black. Voilà. Dans un instant, la revue de presse. Spécialiste, le docteur Roger Tapa, qui est déjà bien installé sur le plateau de Canal Matin. Vous le savez, depuis quelques mois déjà, il a lancé au Cameroun un projet, Wellness Project, pour permettre aux uns et aux autres de savoir que voilà, notre style de vie influence fortement tout ce que nous faisons au quotidien. Dans le registre bien-être, il y a beaucoup de choses à faire. Bonjour, docteur Tapa. Bonjour, Soflane. Bonjour toute l'équipe et bonjour aux téléspectateurs de ce matin. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver ici pour parler de ce fameux concept, le wellness concept, qui consiste à nous éloigner de plus en plus de l'hôpital et à améliorer notre condition de vie et nous permettre d'harmoniser un peu, de changer et de mettre un peu de gaieté dans notre vie. Voilà. Alors, il s'agit d'un concept fameux, comme je disais tout à l'heure, qui, tout nouveau, bien qu'il soit, nous a permis pendant quelques mois de vivre autre chose qu'on a l'habitude de vivre. Et c'est aujourd'hui avec un grand plaisir que je me permets de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé durant tout ce temps. Et pour ceux qui n'ont pas suivi et qui peuvent suivre aujourd'hui, on a appris par exemple que boire de l'eau, c'était important pour notre corps et que notre corps, avec 2/3 d'eau, qu'en buvant un verre d'eau au réveil, toutes les heures, on boit un verre jusqu'à finir environ 2 litres d'eau à la fin de la journée, on assurait le pool hydrique du corps qui permettait qu'à la fin, on se porte bien. On assure la santé de 2/3 du corps et que 60% des problèmes du corps pouvaient être résolus rien qu'en prenant de l'eau. En buvant de l'eau. En buvant de l'eau. Et comme on a dit, il faut boire et savoir boire. Il n'y a pas de raccourci. Il ne faut pas prendre 1,5 litre à la fois. Il ne faut pas prendre 2 litres à la fois. Il faut boire et savoir boire, c'est-à-dire que boire régulièrement à longueur de journée, ne pas aller chercher de l'eau dans l'alcool, ne pas aller chercher de l'eau dans les tisanes et autres, et donc boire et savoir boire. Ça, c'est très important. Voilà. C'était d'ailleurs le premier point sur lequel on a beaucoup articulé, et avec raison. Oui, avec raison, parce que c'est le point le plus facile à faire. Et les uns et les autres oublient franchement de le faire des fois. Vous avez un tout petit peu, on va dire, entre guillemets, contaminé toute l'équipe ici. Tout à fait. Tout le monde a une bouteille d'eau maintenant. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est super. Et ça fait plaisir de voir que ça change les habitudes. Ça permet aux gens de regagner une autre façon de vivre le travail, la journée, ainsi de suite. Et ça, c'est très important pour la santé. Et comme on l'a dit, nous sommes ce que nous buvons, comment nous buvons. Ça, c'est important de retenir ça. Et s'il y a une seule chose qu'on doit retenir de cette campagne, c'est que nous sommes ce que nous buvons et comment nous buvons. Autre chose, ce que nous mangeons tous les jours, ce que nous mettons sur notre table ou bien au restaurant ou que ce soit à la maison ou chez des amis, porte un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. C'est ce qu'on aura appris et que
varier son alimentation, c'était important. Réduire les portions de ce qu'on mange, c'était important également. Ne pas manger trop tard le soir, c'était très important. Et que à partir de ce que nous mangeons, ce qu'on a dans notre plat, on cultive un certain nombre de problèmes. Et les plus graves, c'est les cellules cancéreuses qui se développent tous les jours dans le corps. Et que la différence au niveau de celui qui développe le cancer et celui qui ne développe pas se situe au niveau de son système de défense. Ouais. Une fois de plus ici, on revient sur l'eau qui permet de renforcer ce système de défense et permet donc qu'on résiste au développement des cancers dans notre corps. Et il faut savoir, ce n'est pas l'apanage de ceux qui sont malades, tout le monde développe des cellules cancéreuses. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est la force de l'organisme à les éliminer qui prévient le cancer chez les uns et chez les autres. D'où l'importance de tenir au style de vie, de tenir à la force du corps qui subit ces agressions. On aura retenu autre chose, les compléments alimentaires. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, c'est important pour l'organisme. Compléter notre alimentation par des compléments alimentaires, c'est très bien. Et il faudra, dans le choix des compléments alimentaires, insister sur ceux qui sont confortables. C'est-à-dire que si vous pouvez prendre 1, 2 par jour, c'est bon, c'est tolérable. Mais si vous devez prendre 12, 10, c'est vraiment ça devient problématique. De la prison. Et ça ne se justifie plus. Ça se justifie plus. Ça se justifie plus. Si vous devez dépenser 100 000, 200 000 par mois pour les compléments alimentaires, il y a un problème. Il y a un gros problème. Si vous pouvez attendre 3, 6 mois pour avoir les effets d'un complément alimentaire, il y a c'est pas le bon complément alimentaire. Donc, il y a ces 3 critères. Choisir celui qui est moins contraignant, moins coûteux. Aujourd'hui, avec moins de 300 francs CFA par jour au Cameroun, on peut avoir un des meilleurs compléments. Et vous pouvez avoir les effets immédiatement que vous commencez. Voilà pour ce qui est de notre alimentation. Et maintenant, autre chose, il faut retenir, ça c'est bien qu'on a beaucoup insisté, manger tard, c'est un gros problème. Et au Cameroun, c'est une habitude. Il faut qu'on essaie de changer un peu. On sort, on mange à 22 heures. Voilà, tout à fait. Non, c'est juste un poisson. Le poisson est léger, voilà, c'est de l'oméga 3. Voilà, on trouve tout. Ensuite, on prend une bière ou une bonne bouteille de vin. Voilà. Je suis la première à faire ça. Je sais qu'on ne devrait pas le faire, mais bon. Voilà. Un autre volet, c'était le sport. Le sport, on s'est amusé pendant tout ce temps. La Zumba, on a dansé, les gens le savent. Aujourd'hui, on peut faire le sport à la maison, on peut le faire au lieu de service, on peut le faire dans son bureau. Il suffit de l'agrémenter simplement avec de la musique. Le sport, c'est la danse, on s'amuse, on se détend. Et ça permet. On oublie qu'on est en train de dépenser. On est en train de dépenser. Et ça met un peu d'ingrédients dans la vie. Et il faut le retenir, le sport, c'est la régularité. Vous avez 20 minutes par jour, tous les jours, c'est tellement important. Et non 3 heures par semaine, c'est-à-dire le week-end, on va jouer le matin jusqu'à 10 heures et on va finir au bar. Au bouillon. Au bouillon, machin. Aller socialiser avec les autres le week-end, c'est très bien. Mais c'est 20-30 minutes par jour, toute la semaine, c'est aussi important et c'est ça qui vous maintient. C'est primordial. Voilà, vous nous avez dit qu'on pouvait donc faire des exercices physiques en dansant. Vous nous avez dit aussi qu'il y a une pratique qui est très très importante, c'est la marche à pied. À pied, voilà. Tout à fait. 20 à 30 minutes de marche, c'est excellent. Ceci est important parce que même les malades peuvent le faire. Même les gens qui ont des petits problèmes peuvent marcher. Donc, il faut comprendre. Et si vous avez des difficultés à marcher, commencez à marcher 2, 3, 5 minutes par jour. Ça va venir progressivement. Progressivement, vous allez arriver à 20 minutes. Et quand vous arrivez à 20 minutes, ça veut dire que le corps a repris. Donc, ça, c'est important. Que penser des personnes qui marchent 2 heures par jour? Je pense à l'île Estendon. Oui, et là, il y a un problème. Ils ont de la chance de marcher, sauf que parfois, ils marchent parce qu'ils misèrent et ça pose un gros problème. D'accord. Voilà. Le dernier aspect, c'était notre comportement. Nous sommes comment nous nous comportons et les conséquences que nous subissons. Et ça, on a parlé des réunions multiples que les parents ont développées et qui les éloignent de la maison. On a parlé des occupations d'alcool, les ventes à emporter qui ont dominé la vie de famille et que les gens ont abandonné leurs responsabilités au niveau de la maison. On a parlé des enfants, leurs habitudes avec la télé et qui a un impact sur l'école. On a parlé des enfants qui avaient des habitudes alimentaires pas appropriées qui développaient un certain nombre de problèmes.
Et aujourd'hui, on a parlé de l'honnêteté, on a parlé de la corruption de certains mots. Et on a parlé enfin de l'émergence en parlant de l'état de santé des gens. Il faut que les gens retiennent, si on veut changer, on doit changer l'état de santé des populations. Voilà un peu, grosso modo, ramassé. On a vu pour beaucoup d'autres choses, les maladies, le cholestérol. On a retenu que le cholestérol est d'origine animale et que l'huile de palme n'avait pas de cholestérol. Retenons ça aujourd'hui. Oui, c'était une grande nouvelle. Voilà, et ça, on a beaucoup d'autres choses. On reviendra. Et pour le Wellness Concept, votre plaisir, c'est le docteur Roger Tapa, Horizon International. Until next time. Merci beaucoup, docteur Roger Tapa. Bon séjour aux États-Unis. Revenez-nous avec de très très bonnes nouvelles. Merci Dans combien de temps vous revenez d'ailleurs? Dans un mois. Dans un mois. D'accord. On vous attend fermement. Voilà. Tout à fait. D'accord. Merci. Merci aussi. Allez, on va s'intéresser une fois de plus à la question de la semaine. Et tout juste derrière, nous recevrons Martial Debissoc.